un banal objet qu'on trouve absolument partout pour un prix assez modique, et l'aboutissement d'un processus industriel extrêmement complexe, dont d'ailleurs peu de gens pourraient se prétendre experts, je pense, tant il est complexe. Il y a probablement une demi-douzaine d'industries lourdes qui entrent en jeu et une dizaine d'espèces végétales et animales qui rentrent en jeu dans la production d'un yaourt à la fraise tout à fait banal. Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire. Je suis Brieux Safré. Je suis Justine Laurent. Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes. Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Activer l'économie circulaire. Alors aujourd'hui je suis avec Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Brieux. Alors, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai découvert l'année dernière les Greniers d'Abondance, dont tu es le cofondateur. Donc c'est une association créée en 2018 que tu vas évidemment nous présenter par la suite, mais qui est vraiment dédiée à l'accompagnement des territoires dans la transformation de leur système alimentaire. Donc évidemment, tout ce qui est lié à la résilience des territoires, on aime beaucoup dans ce podcast, donc ça va être assez intéressant. Et puis, je profite du fait que vous ayez sorti récemment un rapport qui s'appelle vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires, qu'on va évoquer évidemment pendant cet entretien, mais que je trouvais vraiment très très bien fait, très bien illustré, avec des analyses très très percutantes. Et donc bravo déjà pour ce travail, on va y revenir et évidemment je mettrai le lien puisqu'en plus il est disponible en PDF à n'importe qui veut y accéder. Et donc je le mettrai en PDF dans la description. Mais avant tout, est-ce que Arthur, tu peux te présenter s'il te plaît ? Merci beaucoup pour cette introduction. Je tiens à rappeler donc que le rapport que tu viens d'évoquer, c'est l'œuvre collective de l'association Les Greniers d'Abondance. Et en effet, vous êtes invité à le consulter gratuitement en vous rendant sur le site internet de l'association. Alors pour ce qui me concerne, je suis ingénieur spécialisé à l'origine dans un domaine qui n'a pas de lien direct avec l'association et mon travail actuel. Dans les travaux publics, ma spécialité. Puis je me suis un peu orienté vers l'aménagement du territoire, les transports. Et puis après avoir travaillé pendant 3 ans dans le privé, et pendant cette expérience, je me suis impliqué en tant que bénévole dans un think tank qui s'appelle le Shift Project, qui s'intéresse à la transition énergie-climat. Comment faire en sorte que nos économies s'orientent rapidement vers une décarbonation massive et se rendent compatibles avec les accords de Paris notamment. Pendant cette expérience bénévole, j'ai rencontré plein de personnes très intéressantes et je me suis surtout passionné pour la problématique immense de la transition écologique. Je me suis aussi rendu compte, ou en tout cas persuadé, que probablement, en tout cas il est plausible que à l'échelle nationale ou internationale, on ne s'entende pas suffisamment rapidement et suffisamment fort pour contenir certaines menaces systémiques qui pèsent aujourd'hui sur l'organisation de nos sociétés, comme le changement climatique, l'épuisement des ressources fossiles ou l'effondrement de la biodiversité. Et si nous nous adaptons pas collectivement, si nous n'adaptons pas notre modèle économique suffisamment rapidement à ces menaces, ça veut dire qu'on va devoir faire face à des phénomènes de rupture dans nos sociétés, dans l'organisation de notre économie. Ces phénomènes de rupture auront des conséquences immenses sur plusieurs pans de l'économie. Et un pan de l'économie qui est absolument essentiel, puisque de ce secteur dépend notre capacité à rester en vie, c'est le secteur alimentaire. Tout à fait. Et alors c'est non seulement un secteur indispensable et particulièrement vulnérable vis-à-vis de certaines menaces globales.
Donc l'objectif de l'association Les Greniers d'Abondance, c'est d'outiller les collectivités territoriales en particulier, donc de raisonner à une échelle un peu mésoscopique entre le citoyen qui bien souvent n'a pas tous les outils et ne peut pas faire d'économie d'échelle en étant tout seul, et l'État qui est tiraillé par différents intérêts, des lobbies, une inertie. Et donc on pense qu'à une échelle intermédiaire, c'est des collectivités où on peut agir beaucoup plus vite pour reprendre en main un peu les rênes du système alimentaire et rendre notre système alimentaire moins vulnérable vis-à-vis de certaines menaces. Donc c'est tout l'objectif de cette association, c'est de s'intéresser à ces vulnérabilités du système alimentaire moderne et d'essayer d'y apporter des solutions à l'échelle intermédiaire des collectivités territoriales. Parfait, on va revenir sur ces différents sujets-là. Et donc justement, comment tu en es venu, de ce constat assez clair, comment t'en es venu justement à créer les greniers d'abondance? Parce que oui, le constat c'est bien, mais comme ça, vu ton parcours et ton expérience professionnelle jusqu'à présent, ça semble un petit peu osé de se dire bon voilà, je vais me dédier à ce sujet-là. Et voilà, comment t'en viens à faire ce mouvement? Alors ça s'est pas fait d'un seul coup. Donc j'ai commencé à me soucier des problèmes écologiques globaux il y a peut-être 7 ou 8 ans, avec la lecture notamment de certains ouvrages qui m'ont beaucoup influencé. Il y avait par exemple un qui était connu depuis une dizaine d'années, celui de Jared Diamond, Effondrement, qui explique donc l'insoutenabilité de diverses civilisations et qui, à la fin de son explication, de son récit, donne l'intuition que la société thermo-industrielle dans laquelle on est condamnée à bien des égards vis-à-vis de ces facteurs d'insoutenabilité, disons. Et puis il y a eu diverses lectures qui m'ont fait me rendre compte du rôle absolument critique que joue le secteur alimentaire dans la société actuelle et dans les sociétés d'une manière générale. Et puis par ailleurs, je suis très intéressé à titre plutôt personnel par tout ce qui concerne la production agricole, donc la partie du système alimentaire qui n'en est qu'une partie, mais qui concerne l'agriculture, la production agricole, les fermes et tout ça. J'ai fait en cumulé 8 mois de woofing, c'est-à-dire de travail bénévole dans des fermes contre le gîte et le couvert, des fermes assez variées, qui m'a permis de me rapprocher de ce monde un petit peu. En Europe ou en France, ou tu as voyagé dans d'autres pays pour faire du woofing? Et oui, j'étais pas encore zéro carbone, pas zéro carbone, mais j'avais pas encore fait vœu de ne plus prendre l'avion, ce qui est le cas aujourd'hui. Et c'est à l'issue de mes études, j'avais fait 6 mois en Nouvelle-Zélande, où j'avais découvert plein de types de fermes et d'exploitations agricoles. Et j'en ai fait à nouveau en France il y a 2 ans, et encore l'année dernière. Bon, j'en ai fait régulièrement, et puis donc c'est, je pense, très très utile pour se rendre compte des réalités de terrain. Bien sûr. Bien que j'ai jamais été à la tête d'une exploitation agricole et que c'est encore bien autre chose, bien sûr. Puis voilà, donc comment on en est arrivé là, parce que j'ai pas eu l'idée seule du tout. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes dans de précédentes activités bénévoles, comme je le disais, et notamment la personne avec qui j'ai cofondé l'association, qui s'appelle Félix Lallemand et qui lui est docteur en écologie végétale. Donc il y a des liens peut-être plus directs avec la thématique de la production agricole, encore que c'était de la recherche assez fondamentale. Disons qu'on avait tous les deux des centres d'intérêt divers autour de la problématique écologique et du secteur alimentaire. Donc on a décidé non pas d'apporter notre propre expertise, qui était assez faible et qui est encore pas du tout complète à l'époque. D'ailleurs, je connais pas vraiment d'experts du système alimentaire tel qu'on le décrit. C'est l'ensemble des activités et des infrastructures qui permettent à une société de s'alimenter. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Quand on est agronome, par exemple, on n'est pas expert du système alimentaire, loin s'en faut. Et donc on a cherché à réunir autour de cette problématique la sécurité alimentaire, la résilience alimentaire, tout le système alimentaire finalement et les menaces qui pèsent dessus, une diversité d'expertise et de compétences pour apporter justement un conseil auprès d'acteurs publics et des citoyens. Oui, je te rassure. Dès qu'on parle de notions systémiques, je pense que dans aucun domaine on peut s'estimer expert de tout le sujet. Donc, voilà. Et de toute façon, on en apprend tous les jours, d'autant plus sur des sujets aussi complexes et vivants
que ceux que tu évoques. Et justement, avant d'aller plus loin, ça me semblerait utile, même si tu as commencé à l'évoquer sur plusieurs notions, peut-être de définir clairement qu'est-ce que la résilience alimentaire. Alors la résilience alimentaire, telle qu'on l'a définie, c'est la capacité d'un système alimentaire à garantir l'apport d'une nourriture en quantité suffisante et saine à la population d'un territoire, indépendamment des perturbations qui pourraient toucher ce système. Oui, tout à fait. En plus, ça peut être perturbation de tout ordre, hein, aussi bien économique, social, environnemental, énergétique, etc., etc. C'est ça. Donc, il n'y a d'ailleurs pas littéralement une résilience ou un critère de résilience qui soit absolu, indépendamment des menaces considérées. Mais disons qu'il y a des systèmes qui se comportent beaucoup mieux vis-à-vis de perturbations extérieures que d'autres. Et le système alimentaire est précisément un système, c'est-à-dire un ensemble de maillons et de liens qui lient ces maillons, qui est très complexe, qui peut réagir de façon très imprévisible à différentes perturbations. Et l'idée, c'est de conserver cette approche systémique, donc en considérant l'ensemble de ces activités qui nous permettent de manger aujourd'hui, et de voir comment elles sont susceptibles de réagir vis-à-vis d'un événement perturbateur important, ou bien d'une dégradation tendancielle des conditions de production, ce genre de choses. Donc, parmi les grandes menaces qu'on considère et qui nous permettent de définir ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience alimentaire, ce sont principalement des menaces exogènes, comme le changement climatique, l'épuisement des ressources fossiles et minières, ou l'effondrement de la biodiversité, et puis des menaces qui sont plus endogènes au choix, disons, d'organisation du secteur alimentaire et économique plus largement, qui concernent par exemple le déclin important de la population agricole, avec à peu près 1% des Français qui nourrissent les 99% restants aujourd'hui, avec l'artificialisation et la dégradation des sols, voilà, ce genre de menaces, et puis aussi le risque d'une crise économique qui s'affirme aujourd'hui avec la crise sanitaire et le confinement de la moitié de la population mondiale pendant quelques mois. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors justement, avant de revenir rapidement hein, sur ces menaces, est-ce que tu peux nous permettre de revenir un petit peu en arrière et nous dire un petit peu comment ce sujet était perçu par les populations? Alors, on va se limiter à la France, histoire de cadrer un peu la réponse. Mais comment, finalement, le sujet de la résilience alimentaire dans la France d'avant le XXe siècle était perçu par la population, finalement? Comment ce sujet était traité? Je suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la question. Comment la résilience alimentaire, tu parlais bien de résilience alimentaire, était perçue par la société jusqu'à il y a une vingtaine d'années? Non, jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. En gros, la plupart du temps, finalement, on est tous bloqués dans le système actuel, c'est-à-dire on va au supermarché, on s'approvisionne, mais quelle était finalement la place de l'approvisionnement alimentaire avant, dans le sens où je pense que les gens étaient beaucoup plus impliqués, beaucoup plus intéressés à ce sujet qu'ils ne le sont aujourd'hui, où finalement on est dans une position un peu passive. Et ça, justement, ça me fait penser à une interview de Stéphane Limoux, où il explique que dès le Moyen-Âge, en fait, la capacité du maire à s'impliquer et à assurer des réponses sur le sujet, c'était un sujet prégnant, et justement ça, c'est un sujet qui est resté, ce sujet, alors évidemment ils appelaient pas ça résilience alimentaire, mais la capacité à pouvoir se nourrir, c'était un sujet qui était vraiment quasi quotidien finalement, et que à partir de la moitié du XXe siècle, on a complètement oublié. Alors justement, ma question, si tu me suis, c'est finalement comment les gens percevaient ce sujet-là avant, dans le sens où c'était beaucoup plus quotidien et pressant comme besoin que ça ne l'est aujourd'hui, enfin en tout cas en termes de perception. Alors, ce qui me semble sûr, c'est que par contrainte,
le souci de l'approvisionnement alimentaire était permanent dans les problématiques d'aménagement du territoire et les politiques publiques locales d'une manière plus générale. Alors qu'aujourd'hui, on s'est affranchi d'une grande partie des contraintes grâce, ou en tout cas affranchi en apparence, grâce à une énergie quasiment gratuite. Ce qui fait que, à peu de choses près, toute la nourriture qui est produite sur un territoire est exportée et toute la nourriture qui est consommée sur ce même territoire est importée. C'est parce que l'auto-organisation économique du secteur agricole, agroalimentaire et de la logistique, de la grande distribution, ne tient absolument pas compte de l'économie des moyens mis en œuvre, en termes de l'économie physique des moyens mis en œuvre pour approvisionner les personnes. Elle se soucie uniquement de la maximisation des profits, au premier ordre. Bien sûr, il y a quelques contraintes réglementaires et tout ça, mais au premier ordre, la seule logique qui guide aujourd'hui les acteurs économiques dominants du système alimentaire, ceux je rappelle que 87% des biens alimentaires passent par les circuits de la grande distribution ou de l'hyper-discount, donc c'est une part écrasante de l'alimentation qu'on consomme aujourd'hui. Ce qui préside à l'organisation de ces économies, c'est minimiser les coûts d'achat de leurs produits, ce qui fait peser bien sûr une pression importante sur les coûts de production et qui rend les agriculteurs très difficilement, ce qui rend très difficile pour les exploitants agricoles de rentrer dans leurs frais. Et puis augmenter massivement leurs ventes, et puis avoir le moins de charges à payer, dont des salaires et tout ça. Et donc bien souvent, quand l'énergie non humaine peut remplacer l'énergie humaine, c'est très utile de le faire du point de vue économique. Et on se retrouve avec un système où on déplace quantité, quasiment toute la nourriture qui est produite sur un territoire, au prix bien sûr de l'épuisement des ressources fossiles et puis d'un réchauffement climatique accéléré. D'ailleurs, il y a des indicateurs intéressants. En France, par exemple, 8% uniquement, par exemple à Avignon, des produits alimentaires proviennent d'approvisionnements locaux. Ça, c'est le maximum, 8% à l'échelle d'Avignon. Je sais que Angers ou Nantes sont aux alentours de 6%. Mais c'est quand même assez hallucinant de se dire qu'effectivement, il y a moins d'un produit sur 10 qui vient en France, enfin dans les grandes villes tout du moins, d'un approvisionnement environnant, quoi. Oui, absolument. Ça, c'est l'étude du cabinet Utopie qui a été beaucoup citée, qui parle d'une autonomie alimentaire de l'ordre de 2%, je crois, pour les aires urbaines françaises. C'est probablement le bon ordre de grandeur pour ce qui concerne l'achat alimentaire. En revanche, il y a aussi quelques autres circuits qui ne sont pas anecdotiques suivant certaines régions, l'autoproduction notamment, avec des jardiniers qui sont assez actifs. Donc, j'ai vu d'autres chiffres qui circulaient en termes d'autonomie alimentaire réelle et pas uniquement liée à l'achat. Mais quoi qu'il en soit, l'ordre de grandeur est là. C'est une part infime de ce qui est consommé qui est produit localement. Ouais, et donc, en effet, les pouvoirs publics se sont peu à peu complètement détournés de cette problématique de sécurité alimentaire locale, alors qu'elle était très prégnante il y a encore quelques dizaines d'années. Nous, le nom qu'on a donné à notre association n'est pas sans rapport avec ce sujet. Donc, un grenier d'abondance, on s'appelle les greniers d'abondance, nous, et un grenier d'abondance, c'est un bâtiment qui était financé par les pouvoirs publics locaux en général, par des collectivités, qui servait à entreposer du grain, lors des années où on produisait beaucoup, pour pallier à des années où la production serait moindre. Et, il y a par exemple un grenier d'abondance sur les quais de Saône à Lyon qui permettait d'entreposer jusqu'à 16 000 tonnes de blé en plein centre de Lyon, ce qui permettait d'alimenter toute la ville pendant 1 an avec le pain produit à partir de ce grain. Donc, c'était absolument considérable l'énergie mise pour assurer cette sécurité alimentaire. Il y a des exemples historiques de villes qui ont tenu plusieurs années de siège avec une ceinture de production voisine. Alors aujourd'hui, ce serait compliqué à mettre en œuvre dans des mégalopoles millionnaires, mais néanmoins, c'est certain qu'on aurait intérêt à redévelopper une autonomie alimentaire au moins partielle à l'échelle des territoires et à mettre en place des mécanismes d'incitation économique, réglementaire, pour faire en sorte de traiter localement une grande partie de ce qui est produit. Alors, pour préciser, on pourra peut-être creuser ce sujet plus en détail après, mais souvent, quand on parle d'alimentation locale, on pense très spontanément à installer des maraîchers qui
iraient nourrir la ville avec leurs légumes. Mais quand on fait ça, peut-être qu'on adopte une vision un peu restrictive du système alimentaire. D'une part, on ne mange pas que des fruits et légumes. D'autre part, ça se conserve très mal. Et troisièmement, ça apporte très peu de calories. Donc, quand on parle de sécurité alimentaire, il s'agit de reterritorialiser des filières alimentaires complètes. Aujourd'hui, les 3/4 ou davantage des calories qu'on consomme sont issus de produits qui ont fait l'objet d'au moins une transformation artisanale ou industrielle. Et je ne parle pas encore d'hyper-transformation, qui n'est pas forcément souhaitable, mais la transformation, c'est par exemple moudre du grain pour en faire de la farine, pour en faire du pain, et puis donc des pâtes, du pain, du vin, du fromage, de la viande, et même des légumes secs. Tout ça, c'est des produits qui ont fait l'objet d'une transformation. Et donc, il ne s'agit pas de uniquement avoir un producteur de carottes bio local pour commencer à s'attaquer au problème d'autonomie alimentaire de la ville, quoi. Il faut reterritorialiser des filières complètes. Et ça, je pense que c'est difficile à faire sans mettre en place des mécanismes d'incitation économique forts pour assigner un coût réel, par exemple, au transport. Assigner un courriel, tu dis ? Assigner un coût réel au transport. Réinternaliser toutes les externalités, l'amortissement de l'épuisement des ressources fossiles et ce genre de choses. Et puis peut-être aussi, ça vous l'évoquez un peu, parfois sortir un peu des dynamiques de marché. C'est-à-dire, il y a aussi peut-être une notion de mutualisation, peut-être parfois même de service public, qui peut-être, par exemple, pour faciliter la transformation ou assurer le stockage, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est aussi des dynamiques de réflexion qui sont complètement différentes par rapport à ce qui est en place aujourd'hui, quoi. Absolument, oui. Et justement, juste pour illustrer cet aspect, vous évoquez l'exemple du yaourt à la fraise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est un exemple qu'on prend, qu'on a choisi un peu au hasard, qu'on prend souvent pour démarrer une conférence ou un atelier, qui consiste à rendre compte de la complexité du système alimentaire à partir d'un produit de consommation courante, en l'occurrence ce fameux yaourt à la fraise d'une grande marque industrielle. On prend juste sa liste d'ingrédients et on essaye de dérouler la pelote de tous les ingrédients qu'il a fallu rassembler et transformer pour obtenir in fine ce yaourt. Et on voit que en fait un banal objet qu'on trouve absolument partout pour un prix assez modique est l'aboutissement d'un processus industriel extrêmement complexe, dont d'ailleurs peu de gens pourraient se prétendre experts, je pense, tant il est complexe. Il y a probablement une demi-douzaine d'industries lourdes qui entrent en jeu et une dizaine d'espèces végétales et animales qui rentrent en jeu dans la production d'un yaourt à la fraise tout à fait banal. Donc bien souvent, je pense qu'on sous-estime l'hyper-complexité du système alimentaire et sa complexification récente aussi, parce que jusqu'au peut-être au tournant de la Seconde Guerre mondiale, fabriquer un yaourt à la fraise, ça ne demandait pas grand-chose d'autre qu'une ferme laitière, qu'un arôme ou quelques fraises. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et ce qui est frappant, c'est que la majorité des biens qu'on consomme sont de ce type aujourd'hui. Ce sont des produits hautement spécialisés, industriels, et qui réunissent pour leur fabrication des milliers de kilomètres de transport. Oui, tout à fait. Et puis là, justement, sur ce fameux yaourt, vous évoquez parfois le fait que ça pouvait justement atteindre 9000 kilomètres juste pour un simple yaourt, quoi. Voilà, par exemple. Et justement, je pense que ceux qui écoutent ce podcast sont plutôt au fait des contraintes et des menaces qui nous guettent. Mais ce qui me semble intéressant et par rapport au rapport que vous avez réalisé il y a quelques mois, c'est les 11 voies de résilience et 11, disons, chantiers, quoi, parce que là, mine de rien, ils sont tous pertinents, mais on se dit qu'on a une sacrée marge de progression. Avant de les voir en détail, justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre des territoires, des collectivités de communes, peut-être des départements sur ce sujet, parce que oui, à l'échelle individuelle, on peut pas faire grand-chose, quoique on pourra en reparler après, mais au niveau de l'État, les décisions sont rapidement verrouillées. Mais justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette marge de manœuvre qu'ont les territoires, justement ? Alors, on s'adressait effectivement aux collectivités locales et en particulier aux intercommunalités.
c'est-à-dire au rassemblement de communes. Aujourd'hui, la totalité des communes françaises sont réunies au sein d'intercommunalités, que sont des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines ou des métropoles. Et on s'adresse en particulier à ces échelles parce que ce sont elles qui, d'après nous, concilient à la fois une connaissance assez fine de leur territoire, des réalités économiques, géographiques, topographiques, sociales, et des leviers, des moyens d'action réglementaire, des compétences et des financements qui leur permettent d'agir dans plusieurs maillons du système alimentaire, depuis le foncier agricole jusqu'au consommateur final, en passant par l'ensemble de la chaîne alimentaire, avec donc les exploitations agricoles et l'économie de la production agricole, les infrastructures de transformation, les distributeurs, le traitement des déchets. Donc c'est assez vaste leur levier d'action. Et si on veut préciser, par exemple, les intercommunalités sont aujourd'hui en charge de l'élaboration du PLUI, dans le cadre de leurs compétences planification et aménagement urbain. Donc le PLUI, c'est ce plan local d'urbanisme intercommunal qui, régit les droits à construire présents et futurs de la commune. Donc c'est bien sûr important pour préserver les terres agricoles et puis donner une destinée future au terrain de la commune. Elles sont aussi responsables et ont des moyens pour organiser le développement économique de leur commune. Donc elles peuvent subventionner ou fournir des locaux pour une entreprise qu'elles jugent pertinente. Donc, pourquoi pas une entreprise de transformation. Elles ont une responsabilité directe pour la restauration collective scolaire. Ouais, donc carrément l'achat et diriger les commandes. Ouais. Donc elles peuvent réorienter l'achat bien sûr vers des produits locaux, c'est ça. Elles s'occupent de la collecte, de la gestion et de la prévention des déchets. Ça c'est une question qui est bien souvent complètement omise de la problématique alimentaire. Mais alors justement, Circulab a probablement dû s'intéresser à cette thématique et j'aurais bien des personnes expertes du sujet à vous conseiller. C'est un domaine qui est absolument passionnant, mais en gros c'est que depuis qu'on a réussi à synthétiser massivement de l'azote industriel et à extraire en grande quantité du phosphate et du magnésium des roches mères qu'on a pu s'affranchir d'une forme de circularité dans le système alimentaire. Mais jusqu'à une époque assez récente, tout ce qui sortait de la terre devait y revenir d'une manière ou d'une autre pour garantir l'entretien de la fertilité du sol. Et à ce titre, la gestion actuelle des déchets ménagers est très très loin d'être optimale et peut-être encore pire, celle des excrétas humains, l'urine et les matières fécales, qui aujourd'hui sont traitées de façon complètement linéaire, c'est-à-dire qu'elles sont diluées dans d'immenses quantités d'eau potable pour après être reconcentrées au prix d'une consommation d'énergie très importante et puis de pollution pour les milieux aquatiques et tout ça. Donc il y a des manières beaucoup plus intelligentes et efficaces de boucler ce cycle de nutriments et une grande partie des nutriments devraient retourner dans les champs, in fine. Donc ça y est, des exemples de collectivités qui se mettent déjà sur ces questions, notamment dans d'autres pays, comme en Suède. On a un exemple assez intéressant dans le rapport où toute une ville a essayé de s'attaquer à la question. Ensuite, il y a la question de la distribution publique de l'eau potable, qui nécessite bien souvent pour minimiser les coûts de traitement de l'adduction d'eau potable, de garantir sa qualité à la source, et ça peut passer par la mise en place de périmètres d'agriculture biologique sur les périmètres de captage de l'eau. Il y a la politique de l'assainissement, et puis il y a une clause générale qui confère une capacité d'initiative aux communes au-delà des domaines de compétences qui leur sont, strictement attribués par le droit. Et elles peuvent agir, sur le fondement de l'intérêt de leur territoire. Donc, elles peuvent décider de subventionner ou d'allouer des moyens suffisants pour qu'une initiative qui leur semble relever de l'intérêt général se mette en œuvre. Donc, on pense que beaucoup de territoires auraient intérêt à se saisir d'ores et déjà de cette problématique qui va devenir peut-être probablement cruciale dans les années qui viennent. Oui, tout à fait. Et justement, est-ce que tu as des collectivités en France qui te semblent dans la bonne direction? Réponse courte,
Non. Alors, dans la bonne direction aussi, c'est-à-dire en tendance qui commence à s'embarquer sur ce projet. Quoi. Par contre, qui est déjà mis en place, disons, allouer des moyens suffisants à ces problématiques, je ne pense pas que ce soit le cas. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'elles en soient coupables. Voilà, on est plutôt plus ou moins tous coupables. On a baigné dans une abondance de nourriture et de pétrole, un climat relativement stable, et tout ça qui nous a fait complètement oublier ces soucis d'insécurité alimentaire. Et aujourd'hui, on meurt évidemment, alors c'est vrai en France, mais c'est malheureusement vrai à l'échelle mondiale, on meurt plus de suralimentation ou de surpoids que de sous-nutrition ou de malnutrition. Donc c'est assez impressionnant de se dire ça, mais en France, en effet, la faim il parle quasiment tout le monde. Ils ont le cas de grave faim. Alors il y a bien sûr des problématiques de précarité alimentaire. Il y a quand même près un Français sur 10 qui a recours à l'aide alimentaire institutionnalisée, c'est-à-dire le Resto du Cœur, ce genre de choses. Mais c'est principalement la principale raison, c'est des inégalités très importantes. C'est pas l'indisponibilité physique de nourriture. Genre, on a plus que de nécessaire aujourd'hui. Or ça risque d'être complètement remis en cause dans les années qui viennent. Alors j'ai un peu dévié, je sais plus, j'ai fait une digression. Quelle était la question initiale? Non, t'inquiète. C'était les exemples de communes et leurs moyens d'action. Alors en revanche, beaucoup de communes ou d'interco ou d'autres échelles d'organisation ont mis en place des choses très très intéressantes, et on s'attache à les mettre en avant dans le rapport qu'on a publié. Donc pour chacune des voies de résilience, qui sont, comme tu le dis très bien, des chantiers à organiser autour de chaque maillon du système alimentaire pour les rendre moins vulnérables toujours. Il y a des exemples qui illustrent très très bien les leviers dont disposent les collectivités pour agir dessus. Et quasiment tous ces leviers sont illustrés par l'exemple d'une commune qui a déjà été très volontariste en la matière. Donc est-ce qu'une commune a déjà fait une grande partie de ce qu'il faut faire? Je dirais que non. Mais est-ce que beaucoup de communes ont fait tout ce qu'il faut faire? Oui, ça c'est clair et net. Ouais, c'est ça qui est très très motivant aussi en lisant votre rapport, c'est que on sent que on est dans l'accessible, dans le sens où techniquement c'est faisable, alors qu'il y a quand même pas mal d'autres domaines d'activité où finalement on dit il faut innover, il faut inventer la batterie du futur, etc. Là, en fait, on n'est que dans le domaine du possible, du vérifier techniquement. Et ça, c'est quand même assez motivant de se dire que c'est possible. C'est juste une question d'état d'esprit et d'organisation, finalement. C'est complètement vrai. Je partage entièrement ce constat. Et on est très loin d'être anti-progrès, très loin d'être anti-technique. On pense qu'il y a des milliers de techniques et de progrès qui n'ont pas suffisamment porté leurs fruits dans l'organisation, parce qu'ils ne profitent pas, par exemple, directement à des acteurs économiques dominants ou ce genre de choses. Mais disons que ce qu'on appelle vraiment les solutions, elles sont souvent pas d'ordre purement technique ou technologique. Elles sont d'ordre lié à l'organisation, au choix d'organisation de notre société. Et elles existent toutes. Elles existent littéralement toutes. On est capable de construire dès à présent un système alimentaire soutenable et très résilient face aux menaces qui pèsent dessus aujourd'hui. Ouais, donc il n'y a pas à attendre l'arrivée d'une technologie qui va d'un coup résoudre nos problèmes. Peut-être que certaines solutions technologiques vont nous permettre de rendre la transition plus facile, mais pour moi c'est, disons, un choix très très risqué que de compter dessus. Aujourd'hui, on a déjà tous les leviers disponibles, et donc n'attendons pas l'avènement d'une solution qui, d'ailleurs, il n'y aura pas de solution technique pour tous les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Alors que l'ensemble des choix et de l'organisation collective qu'on peut mettre en œuvre, on a largement de quoi, on est outillé pour répondre aux menaces qui pèsent sur notre organisation économique aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vraiment des choix politiques. Et justement, j'ai découvert un exemple en lisant votre rapport. C'était pas très loin de chez moi, puisque j'habite à Nantes, et vous parliez de l'exemple de Noirmoutier qui, par exemple, réutilisait toute l'eau, les eaux usées pour justement arroser plus de 380 hectares de champs de pommes de terre, quoi. Et donc c'est intéressant, c'est qu'on en revient à un système circulaire dans le sens où cette eau usée, elle a des nutriments et on va pas la traiter, on va la remettre dans les champs et donc on ramène de la vie. Donc ça, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un exemple un peu plus simple en termes de fonctionnement, mais là encore c'est une question de choix politique, quoi.
Complètement. Un choix politique, peut-être qu'il y a un frein culturel aussi. Et en l'occurrence, ça c'est vrai que c'est un exemple pertinent de ce qui peut être fait à moindre frais pour disons, favoriser la circularité des nutriments. Mais il y a bien d'autres techniques et d'autres moyens à mettre en œuvre existants. Pareil, pas besoin d'attendre l'avènement d'une technique qui révolutionnera le secteur, tout existe déjà. Il y a plein d'autres moyens qui permettent de garantir la circularité des nutriments. Il y a par exemple la possibilité de faire de la séparation de l'urine à la source, parce qu'il se trouve que c'est l'urine qui concentre la majorité des nutriments qu'on excrète, et l'urine peut être stockée de façon très simple et rendue stérile de cette façon. Et après, il suffit de la diluer pour en faire un fertilisant très utile. Donc quand on sait ça, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche de le faire, et que alors c'est probablement encore une contrainte de coût. Aujourd'hui, ça coûterait peut-être plus cher de mettre en œuvre ce système que de mettre en place, ça coûterait peut-être plus cher de mettre en place une collecte séparative de l'urine dans tous les bâtiments publics, voire chez les particuliers, d'organiser la collecte et la redistribution auprès des agriculteurs, plutôt que de compter sur une filière complètement extérieure et linéaire d'apport d'azote industriel sous forme d'ammonium nitrate ou d'urée. Et pourtant, rien que là, par exemple, pour l'illustrer de manière concrète, la production d'azote à l'échelle mondiale, c'est 1% de l'énergie consommée par l'humanité. C'est loin d'être négligeable. Je crois que c'est 6% de la consommation de réserves naturelles, de gaz naturel. Oui, tout à fait. C'est un des chiffres que j'allais évoquer, qui m'a marqué en lisant le rapport également. Et alors, après, sur ce que tu disais sur la notion de coût, évidemment, si on regarde ça à l'échelle micro, à l'échelle d'une structure ou d'un particulier, oui, il y aura peut-être des coûts supérieurs, mais à l'échelle systémique, je suis même pas persuadé que ce soit plus cher, bien au contraire, parce qu'il va y avoir d'autres critères que juste le coût. Et donc, ça, c'est aussi une autre façon de penser, de considérer les choses qui font que malheureusement les gens passent pas encore trop de façon systémique, et c'est une façon d'amener les choses qui nécessite un peu de pédagogie pour que les gens comprennent et décident avec les bons éléments, disons. Complètement. Tu as raison d'apporter un point d'attention sur ce qu'on appelle le coût aujourd'hui. Très souvent, on restreint la définition du coût à l'échelle individuelle, et on dit par exemple que le coût de l'alimentation a baissé. Mais typiquement, le coût de notre alimentation a probablement explosé si on considère son coût réel pour la collectivité, et puis compte tenu des externalités de notre alimentation. En fait, un système qui est insoutenable et qui nous emmène à franchir des limites planétaires, on peut dire qu'il a de toute façon un coût de fonctionnement infini, puisque ça se solderait par des famines très importantes, par exemple pour ce qui concerne le système alimentaire. Donc ça n'a pas grand sens d'évaluer uniquement le coût d'un aliment produit sans considérer tous ces impacts sur le système alimentaire et sur notre santé et sur sa soutenabilité. Et ça, pour ceux qui veulent insister sur cette notion-là, je vous invite à écouter les épisodes avec Julien Dossier ou encore Michel Bowens, qui sont très calés sur ce sujet-là. Je me permets aussi de rebondir, parce que c'est des critiques que vous devez avoir souvent, mais on sait par exemple que le printemps arabe est dû au fait que ce sont des pays qui sont principalement importateurs, notamment de blé en l'occurrence, et donc c'est pour ça que l'Égypte s'est soulevée il y a déjà une dizaine d'années, et qui sont complètement dépendants de pays exportateurs, et donc la France fait partie de ces pays exportateurs. Est-ce que, selon toi, selon les greniers d'abondance, il est envisageable de maintenir cette pseudo-puissance agricole, dans le sens où exporter de l'alimentation aujourd'hui c'est quand même intéressant, mais bon, elle est toute relative quand on lit encore une fois votre rapport, parce que elle est dépendante de plein d'éléments que tu as évoqués, entre les engrais, l'énergie, etc. Et le fait que ces pays-là, ils ont aussi besoin de se nourrir, et qu'avec le réchauffement climatique, eux, ils l'ont encore plus violemment vécu. Ils sont ils n'ont plus du tout la possibilité d'être autonomes d'un point de vue alimentaire. Donc, est-ce possible déjà d'imaginer un certain équilibre entre résilience alimentaire et continuer à approvisionner l'extérieur ? Alors c'est tout à fait possible.
C'est ce qu'on a fait d'ailleurs toutes ces dernières années. Comme je disais tout à l'heure, les questions de sécurité alimentaire aujourd'hui dépendent pas vraiment de la quantité de nourriture qu'on produit à l'échelle mondiale, qui excède de loin nos besoins. Oui, et puis sachant qu'en plus on jette un tiers. Voilà, on en jette un tiers. Il y a 2 milliards d'êtres humains en surpoids, ce qui est quand même pas tout à fait négligeable. 700 millions de personnes obèses sur Terre. Et bien souvent, elles sont victimes elles-mêmes de ce système, pas du tout profiteuses. Mais donc, en tout cas, c'est un système alimentaire qui surproduit massivement. Et le fait qu'il y ait de l'insécurité alimentaire aujourd'hui sur Terre, ça vient beaucoup plus de problématiques d'accès de l'alimentation, d'accès économique et physique à des populations bien souvent très démunies, y compris dans des pays riches. Donc, est-ce qu'il est souhaitable de continuer à maintenir des exportations ? C'est pour moi certain, c'est une évidence que oui. Il s'agit aujourd'hui de maintenir les exportations, notamment de céréales, vers les zones sous tension. Là, je parle de la crise actuelle qui va justement engendrer probablement des difficultés d'import assez graves pour certains pays qui sont dépendants d'importation. On a vu d'ailleurs la Russie qui avait arrêté ses exportations de blé dès le mois d'avril, si j'ai bien vu. Oui, effectivement. Je crois que c'est jusqu'à juillet. Il y a aussi le choix de la France qui a exporté massivement des stocks de céréales vers la Chine, qui est pourtant un pays qui dispose de stocks assez importants. Donc tout ça ne va pas dans le sens d'une sauvegarde, disons, de la sécurité alimentaire globale. J'ai lu une estimation des responsables du programme alimentaire mondial, qui est l'instance de l'ONU en charge de la lutte contre la faim dans le monde, qui estime qu'il faudrait à peu près 20 milliards de dollars pour éviter une aggravation considérable de la famine dans le monde, qui pourrait aller jusqu'à un doublement des cas d'extrême faim dans le monde. Et 20 milliards de dollars, donc ça peut paraître beaucoup. Il faut garder en tête que c'est moins de 1% de l'argent qui a été débloqué dans le cadre des plans d'aide des États-Unis, de l'Union européenne et de la Chine aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre la crise économique qui va suivre le Covid. C'est même pas trop Air France. Exactement, même pas trop Air France pour éviter le doublement de la famine dans le monde. C'est un bon ordre de grandeur. Donc ça ne coûterait pas finalement grand-chose, même si des États importateurs n'étaient pas solvables, de maintenir ces exports. Et ça semble être, absolument indispensable pour garantir la sécurité alimentaire de ces populations démunies. Oui, et puis toutes les violences que ça va engendrer, toutes les difficultés, effectivement. Et alors après, pour préciser, ces mesures qui sont aujourd'hui absolument indispensables, selon moi, elles rappellent la situation de dépendance dans laquelle se sont mises certains pays. Une dépendance qui est parfois liée à une densité de population élevée, mais qui plus souvent est liée tout simplement à une monospécialisation de l'économie dans certains produits d'export, même parfois certains produits agricoles d'export, parce que c'est là où elles ont un avantage comparatif à produire. Et cet avantage peut être complètement remis en cause par la fluctuation des cours des matières premières et ce genre de choses. Donc ça, c'est une solution, disons, pour remédier ponctuellement à la crise, mais ça ne doit pas venir contredire l'idée suivant laquelle les États devraient, autant que possible, essayer de garantir une autonomie alimentaire au moins partielle. Et alors souvent, les produits qui dépendent le plus de l'exportation d'une matière première, y compris agricole, sont les plus soumis à des risques de pénurie très graves. Oui, et puis même, c'est pas uniquement lié à la production alimentaire. Le cas de l'Égypte, c'est qu'ils étaient aussi ils sont principalement liés à l'industrie du tourisme. Donc c'est une autre forme d'exportation, mais effectivement, ils perdent de vue l'essentiel finalement. Mais je te rejoins complètement. Mais je vois l'heure qui tourne et pour respecter les délais, je voulais juste une petite question. Même si j'entends bien que vous vous occupez pas de l'échelle individuelle, on n'a pas fait une revue des 11 chantiers. Encore une fois, j'invite chacun des auditeurs à aller télécharger votre PDF. Mais quels sont ceux qu'on peut pousser autant que faire se peut à l'échelle individuelle ? Oui, alors quand je dis qu'on ne s'adresse pas à l'échelle individuelle, ça veut dire qu'on n'est pas spécialiste, disons, des techniques d'autoproduction à l'échelle d'une famille, d'un jardin, ce genre de choses. Mais néanmoins, il y a plein de choses que les individus ont tout intérêt à faire à leur échelle. Donc, il y a d'une part ce qui concerne des choix d'achat, de consommation, d'autre part des choix de ce qu'ils font chez eux, de ce qu'ils peuvent commencer à produire chez eux. Et puis, il y a à l'échelle individuelle
parce que c'est aussi l'échelle individuelle, c'est participer à des projets politiques locaux ou plus vastes pour mettre en place ces chantiers de résilience. Et alors, comment faire pour participer à ces chantiers? C'est précisément l'objet de notre rapport. On explicite précisément le rôle que peut avoir chaque personne dans ces chantiers. Mais si on se soucie plutôt des premiers points, donc comment avec ses pratiques d'achat ou à son échelle on peut participer, disons, à l'émergence d'un système alimentaire plus résilient. Je pense qu'il y a 2 points peut-être les plus importants. À l'échelle individuelle, je pense qu'une action très forte qu'on peut faire, c'est réduire fortement la consommation de produits d'origine animale, qui engloutissent aujourd'hui une très grande partie des ressources agricoles qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, 85% des surfaces agricoles sont mises au profit d'une production animale. Donc la ferme France, c'est une ferme de production de viande, de fromage, et de lait et d'œufs principalement, et bien souvent une production assez industrielle de ces aliments. Donc si on veut, disons, par exemple, typiquement conserver une capacité exportatrice forte tout en ayant une autonomie alimentaire sur beaucoup de produits, c'est très utile de réduire notre consommation de produits d'origine animale. Et, accessoirement, ou pas tout à fait accessoirement, c'est ce qui cette production de protéines animales est responsable de la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire. Donc on réduit son impact sur le climat, sur sa consommation de ressources et tout ça. Deuxièmement, quelque chose qui peut être très intéressant et même épanouissant, c'est de cultiver un jardin. Alors on peut se dire qu'on s'adresse, quand on dit ça, uniquement aux riches qui ont la chance d'avoir une maison. C'est en partie vrai, mais c'est en partie vrai seulement parce qu'il y a quand même beaucoup de foyers aujourd'hui en France, y compris dans le périurbain, proche, tout ça, qui disposent aujourd'hui d'un jardin. Je crois que c'est la moitié des foyers français qui disposent d'un jardin ou d'une surface, disons, en terre immédiatement accolée à leur maison qu'elles pourraient cultiver. Et c'est souvent des surfaces pas négligeables. Je crois que la surface médiane de ces maisons, de ces surfaces, ce serait 600 mètres carrés. Donc c'est largement de quoi mettre en œuvre un bon potager qui permet de mettre les mains dans la terre, d'être confronté aux réalités de la production, de manger des produits sains, de faire un peu de sport, de voir enfin bref, ça répond à des tas d'enjeux. Et de gérer ses biodéchets. De gérer ses biodéchets, absolument. Et puis quand on réfléchit à une échelle plus vaste, celle du quasi-continent qu'est la Russie, par exemple, on voit que ce pays a très bien traversé, alors pas sur tous les plans bien sûr, mais sur le plan alimentaire, l'effondrement de l'URSS, grâce justement à ces jardins familiaux, ces collectifs de jardins qui sont mis à assurer une part importante de la production agricole du pays, quand les fermes d'État se sont mis à faire défaut, à faire faillite. D'ailleurs, il y a une photo sur votre site de la ville de Yaroslav qui est magique, je trouve. C'est une vue satellite où on voit beaucoup de vert, on ne sait pas trop ce que c'est. Et finalement, le zoom fait qu'on voit plus des jardins entourés sur lesquels il y a un petit carré qui est une maison, plutôt que l'inverse dans les pavillons de banlieue française, disons. Ça, j'avoue que ça m'a beaucoup impressionné. Je suis tombé dessus complètement par hasard, en fait. Parce que je me promène souvent en vue satellite, j'adore ça, regarder des cartes, des vues satellites. Et complètement par hasard, j'ai vu cette espèce d'organisation. Et vous pouvez faire l'essai, vous prenez n'importe quelle ville de Russie, n'importe quelle ville moyenne, même paumée dans les confins de la Sibérie orientale, et vous trouverez une structuration de collectifs de jardins, des motifs qui se dessinent depuis le ciel. Et en fait, c'est une pratique extrêmement répandue en Russie pour les citadins. Ça a concerné jusqu'à 50 ou 60% des citadins d'accéder régulièrement à une parcelle pour cultiver une partie des fruits et légumes qu'ils consomment. Même une grande partie, puisqu'en l'occurrence, les distances parcourues sont tellement immenses en Russie que c'était souvent un peu le seul circuit d'apport de fruits et légumes à un coût raisonnable. Voilà, et donc on constate que ces collectifs ont joué un rôle très important. Donc cette production complètement décentralisée, produite par les habitants, joue un rôle très important pour faire face aux fluctuations du système alimentaire, disons, majoritaire de la Russie à cette époque.
Ok, ben écoute Arthur, je tiens à te remercier pour cet échange et je trouvais ça passionnant, tout comme le rapport que vous avez fait au grenier d'abondance. Encore une fois, n'hésitez pas à le lire, le partager avec vos élus, avec vos voisins. Je pense que ça peut vraiment ouvrir les yeux sur ce sujet ô combien clé. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Allez, préparez le futur et préparez-vous au futur. Comme ça, complètement inventé. Bah écoute, ça peut être tout à fait pertinent. Et ben en tout cas, un grand merci Arthur, et puis bonne chance avec les greniers d'abondance. Et puis j'espère à bientôt en vrai. Et merci beaucoup Brieux pour cette invitation. C'était un plaisir de discuter avec toi et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bah de rien. Ciao ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com. C'était Justine Laurent et Brieux Safré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.